Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Beaucoup d'actu aujourd'hui. Avant de donner la parole aux jeunes, voici les titres du JT. Noël en plus grand dans le Pays de Bitche, la place de Noël du Beacherland est le nouveau nom qui regroupe les événements des Noëls de Moselle sur le territoire du Pays de Bitche. Et cette année, la culture a une grande place dans la programmation. Une alliance pour la santé transfrontalière, la région Grand Est, le département de la Moselle et le Land de Sarre ont signé un texte clé pour faire pression sur Paris, Berlin et Bruxelles afin d'obtenir des moyens. La signature s'est déroulée à Sarrebruck à l'initiative de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Les EIAS, ce sont les événements indésirables associés aux soins. Pour inciter les patients à les signaler, un stand d'information a été mis en place au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Focus sur le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Situé à Forbach, il accompagne une trentaine de femmes victimes de violences. Une terre sans abeilles, c'est le titre du documentaire projeté au lycée Tessier lors d'une soirée tout public. Un film suivi d'un débat avec Robert Walter, président du rucher du Moulin des Juilaires et président du syndicat des apiculteurs du Pays de Bitche. Une quarantaine de personnes ont participé à ce ciné-débat à Bitche. Et en deuxième partie d'émission, c'est Marie-Morgane qui animera le débat entre les jeunes. Il sera notamment question de leur vision de l'emploi, mais aussi de jeux vidéo et de tri des déchets. Ce sera tout à l'heure dans Parole de jeunes. Pour le moment, c'est Noël, ou presque, et en mieux. Après le succès des Noëls de Moselle à Bitche l'année dernière, le Pays de Bitche voit plus grand pour les fêtes de fin d'année. L'événement s'intitule désormais la place de Noël du Beacherland et fournira un programme plus riche dans 3 communes du territoire. Une conférence de presse a eu lieu à l'Office de tourisme à Bitche. Thibaut Desmerlet y a assisté. La place de Noël du Beacherland est le nouveau nom qui regroupe les événements des Noëls de Moselle sur le territoire du Pays de Bitche. Grande nouveauté cette année, de la culture s'invite à la programmation. Ce qu'on a souhaité cette année en plus, c'est d'organiser des moments festifs au travers de la culture, au travers de la musique, au travers d'un certain nombre de spectacles. Et ainsi, vous avez une programmation de Noël de Moselle qui se fait sur le Pays de Bitche avec une quarantaine de manifestations. Et vous avez tous les jours de la semaine et chaque week-end, vous avez quelque chose de neuf. Il y aura notamment un festival de spectacles vivants programmé par le CADAM. Il se déroulera à la halle verrière de Meisenthal, à Bitche et à Lemberg. L'Office de tourisme du Pays de Bitche sera à nouveau le point central de l'organisation des différents événements. Les producteurs et artisans locaux exposeront à nouveau leurs produits dans les vitrines de Noël du Beacherland. Il y aura des nouveautés, il y aura plus d'exposants, puisqu'on a plus de 40 aujourd'hui exposants annoncés. Il y aura des animations autour et dans le bâtiment de l'Office de tourisme. Le but est aussi d'agrandir ce qui a fonctionné l'année dernière. Le sentier des lanternes passera de 60 à 85 lanternes. À côté, toujours dans le parc du Stadtweiher, il y aura plus de chalets et d'animations dans le village de Noël. 17 artisans se relaieront du 1er au 23 décembre. 2 corps de métier sont mis à l'honneur cette année. D'un côté, les boulangers, avec une semaine consacrée au bredel, mais les scieurs et charpentiers sont aussi mis sur le devant de la scène. À travers la réalisation d'un kiosque en bois traditionnel qui sera la scène des événements du Sentier des Lanternes et qui servira ultérieurement à l'ensemble des événements musicaux, etc., le long de l'année, en été, aux estivales, etc. Le parc du Stadtweiher arborera de nouveau les couleurs de Noël à partir du 1er décembre. Toutes les informations sur la programmation sont à retrouver à l'Office de tourisme du Pays de Bitche. Une nouvelle avancée pour la santé sur le territoire de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Une alliance pour faciliter l'accès aux soins des populations du bassin de vie transfrontalier vient d'être signée à Sarrebruck. Objectif, créer un territoire de santé sans frontières. Les signataires veulent convaincre Paris, Berlin et Bruxelles de déployer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet. Reportage de Maxime Lefebvre et Rodolphe Wagner. L'objectif est clair, créer un territoire de santé sans frontières. En effet, avec la désertification rurale du secteur médical, accompagnée des différences entre les systèmes de santé allemands et français, les désagréments et les restrictions sont, pour les membres de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, des frontières qui doivent tomber au même titre que celles économiques ou culturelles.
La santé est devenue un enjeu, une préoccupation majeure de tous les citoyens de l'Eurodistrict, les 600 000 habitants. Ce soir, l'Alliance, c'était pour réunir, pour unir, pour montrer l'unité entre le président de la région Grand Est, M. Rotner, entre le président du département de la Moselle, M. Patrick Weiten, que j'ai eu l'honneur de représenter ici, et entre Mme Rehlinger, la ministre-présidente de la Sarre, qui était représentée ce soir par sa secrétaire d'État à la santé. Voilà. Il s'agit de montrer par cette alliance auprès de Berlin et auprès de Paris, donc aux administrations centrales, que nous tenons à la coopération médicale transfrontalière et que nous attendons beaucoup de soutien. Ce projet a plusieurs objectifs. Informer le public de la possibilité de soins transfrontaliers, faciliter les échanges entre hôpitaux et... Le projet est prêt. Seulement, cela ne dépend pas que de leur bon vouloir. Les moyens manquent, c'est pourquoi les signataires de cette alliance transfrontalière souhaitent convaincre Paris, Berlin et Bruxelles de permettre à ce projet d'exister. Qui tient tout particulièrement au droit à l'expérimentation et puis à la reconnaissance des spécificités des espaces transfrontaliers. Notre alliance va aussi en direction de l'Union européenne et de Bruxelles, dont nous attendons aussi un fort soutien. Ici, nous sommes maintenant prêts, tout est en ordre de marche. Maintenant, nous attendons encore les autorisations, les soutiens, les mises en œuvre administratives pour pouvoir avancer. Et nous espérons assez rapidement maintenant que chacun pourra se faire soigner de part et d'autre de la frontière, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez un médecin généraliste ou chez un spécialiste, qu'on habite à Petite-Rosselle, à Grande-Rosselle, à Püttlingen ou à Saarbrück ou à Völklingen. Voilà, c'est un peu l'objectif. D'après leurs mots, les signataires cherchent à impulser et créer un véritable territoire de santé transfrontalier. Le projet Corridor, qui vise à permettre une offre médicale transfrontalière sans coût supplémentaire, n'est qu'un début. Regroupé sous le nom de Code Gecko, pour Gesundheitskooperation, coopération en matière de santé en français, ce projet est sans aucun doute une évolution bénéfique pour le bassin Sarre-Moselle, qui, en supplément de sa culture et son économie, partagera peut-être aussi ses hôpitaux. Déclarer pour améliorer la qualité des soins, c'est l'incitation qui est faite aux patients et aux soignants lorsque survient un événement indésirable associé aux soins. Qu'ils aient des conséquences limitées dans le temps ou dramatiques, les EIAC pouvant aller jusqu'à entraîner le décès du patient, ces événements doivent être déclarés et étudiés pour éviter qu'ils se reproduisent. Afin de sensibiliser à cette question, un stand était mis en place hier au CHS de Sarreguemines. Reportage de Guillaume Dumonteil. Mauvaise hygiène des mains, erreur dans l'administration des médicaments, les causes d'un événement indésirable associé aux soins sont multiples. Les EIAS, comme il est coutume de les appeler dans le jargon médical, surviennent même parfois à la suite d'une accumulation de défaillances. Ces événements indésirables associés aux soins étaient une nouvelle fois au cœur des actions organisées par les hôpitaux de Sarreguemines à l'occasion de la Semaine de la sécurité des patients. La cadre de santé en charge de cette thématique au CHS et deux représentants des usagers tenaient un stand à la cafétéria du centre social afin d'échanger avec les patients, leurs familles et les soignants. Il faut déclarer ces événements, effectivement, parce que derrière, il y a des actions d'amélioration à mettre en place pour que ces événements ne se reproduisent plus et que le soignant prenne conscience effectivement de l'importance de cette déclaration. En cas d'événement indésirable associé aux soins, les soignants sont invités à faire une déclaration sur le portail intranet de leur établissement. Les patients, eux, peuvent utiliser le site internet www.signalement-santé.gouv.fr. Pluie de médailles à la casque hier soir lors d'une cérémonie pour féliciter la longévité de carrière de plusieurs agents de l'agglo. 10 d'entre eux se sont vus remettre la médaille d'argent pour 20 ans de service. Albert Staude a obtenu la médaille d'or pour 35 années au service de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Et mention spéciale pour Margot Steiner qui décroche la médaille de l'éco-agent 2022.
Le Black Friday, c'est aujourd'hui, enfin officiellement, cet événement phare des amateurs de bonnes affaires. C'est depuis quelques années étendu sur plusieurs jours. C'est ce que l'on a remarqué en se baladant ce matin au centre-ville de Sarreguemines. Les affiches mettant en avant les rabais sont nombreuses, mais il n'y a pas réellement d'union entre les différentes enseignes. Certaines offres sont valables depuis lundi, d'autres ont démarré hier et certaines ne vont se tenir qu'aujourd'hui, quand d'autres se poursuivront jusqu'au 28 novembre. A noter que si vous souhaitez profiter de cette journée pour vous rendre au centre-ville, la ville de Sarreguemines offre dès aujourd'hui 2 heures de stationnement gratuit dans les parkings du Moulin et du Carré Louvain, et ce jusqu'au 31 décembre. Ne songez pas qu'à faire des achats, pensez aussi à donner. Comme chaque dernier week-end de novembre, les banques alimentaires organisent la collecte nationale dans les grandes surfaces. Les bénévoles de la conférence Saint-Vincent de Paul y participent. Ils sont présents aujourd'hui et demain dans les supermarchés du secteur. Cora, Lidl et Intermarché à Sarreguemines, Record et Norma à Großbiedersdorf, Super U et Lidl à Hambach. Après votre passage en caisse, vous pouvez donner aux bénévoles des pâtes, du riz, de la farine, du sucre, des boîtes de conserve, de l'huile, de la sauce tomate, des petits gâteaux et des produits d'hygiène. Cela permet de constituer une réserve dans laquelle les associations caritatives puisent tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À Forbach, il existe un centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Une nouvelle juriste vient d'y prendre ses fonctions. Elle est chargée d'informer le public sur les questions juridiques liées notamment à l'accès aux droits. Elle est aussi chargée de recevoir la parole des victimes de violences conjugales. Maxime Lefebvre l'a rencontrée. À 24 ans et après des études en droit du travail à Nancy, Noémie Stinzy vient de prendre ses fonctions au sein du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Forbach. Effectivement, j'étais partie sur le droit du travail parce que dans les études juridiques, on ne parle pas forcément des victimes de violences conjugales finalement. Et puis ici, j'en fais un peu de tout. Alors on a beaucoup de dossiers en termes de droit de la famille, en droit du travail également, et là on a aussi des demandes sur le droit de la consommation. Ça va être des problèmes avec des entreprises ou des assurances souscrites sans qu'on le sache via certains opérateurs téléphoniques, ce genre de choses. Le centre est par ailleurs mandaté par le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour aider les victimes de violences conjugales. La référente de mission violence intrafamiliale, donc du tribunal, nous renvoie des dossiers et nous on est chargé de contacter les personnes qui sont plus souvent des femmes pour les aider à faire les démarches après l'audience, pour mettre en place des mesures de protection ou pour les renseigner sur leurs droits, souvent parce qu'il y aura divorce par la suite ou qu'il y a des enfants qui sont là et du coup il faut organiser un mode de garde. Récemment, une convention a été signée pour des actions de prévention. Oui, on a un nouveau partenariat avec l'école franco-allemande. C'est sur le harcèlement scolaire. Du coup, c'est moi qui interviendrai en janvier 2023. Cette action cible les classes donc, de CE2, CM1 et CM2. Au total, le centre accompagne une 30aine de femmes victimes de violences. Les abeilles sont des insectes essentiels dans l'écosystème car sans pollinisation, il n'y a pas de fruits. Hier soir, dans le cadre du festival alimentaire, le lycée Tessier de Bitche a projeté le documentaire intitulé « Une terre sans abeilles », réalisé par Elsa Putla et Nicolas Dupuis. Le film a été suivi d'un débat au cours duquel les spectateurs ont comparé les problématiques évoquées dans le documentaire avec celles du pays de Bitche. Emilia Zell a assisté au ciné-débat. Aujourd'hui, c'est une espèce menacée. Pour le festival alimentaire, le lycée Tessier de Bitche a projeté hier soir le documentaire « Une terre sans abeilles ». Une 40aine de personnes étaient venues pour ce ciné-débat. Ce documentaire nous emmène en France, mais également en Amérique du Sud, aux États-Unis ou encore en Asie, pour nous parler de l'état de santé des abeilles, des causes de la grande mortalité ou de leur utilité dans l'agriculture. On apprend notamment qu'il y a plusieurs dizaines d'années en France, les apiculteurs ne perdaient que 5 à 10% de leurs ruches, contre aujourd'hui 35 ou même 60% dans certaines régions. Après le film, les spectateurs ont pu poser des questions et débattre avec Robert Walter, président du rucher de Moulin-d'Eschviller et président du syndicat des apiculteurs du Pays de Bitche.
On s'intéresse maintenant, comme chaque mois, à l'actualité du groupement 3S. Ce mois-ci, focus sur sa présence au Festival international des films sur le handicap. L'IME Les Jonquilles et les Atlaruches ont proposé à Sarreguemines des représentations au public pour sensibiliser sur le handicap. Retour sur les différentes actions menées à cette occasion dans le JT 3S. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT3S. Du 14 au 19 novembre, la ville de Sarreguemines organisait pour la deuxième fois le projet des regards différents, avec pour thème le handicap sous toutes ses formes. Il a été mis en place en partenariat avec le Festival international du film sur le handicap. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Cinéma Forum. Ils ont projeté des courts et longs métrages sur le thème du handicap tout au long de la semaine. Lors de cette cérémonie, beaucoup d'acteurs du groupement 3S se sont déplacés, notamment l'IME Les Jonquilles de Sarrebourg. Les élèves de la troupe de théâtre ont proposé une représentation de leur pièce « Un autre monde ». C'était la dernière fois qu'ils la jouaient sur scène et ils ont eu le droit à beaucoup d'applaudissements du public. Ensuite, la chorale de l'IME a enflammé la salle et a même eu le droit à une standing ovation. Ce festival avait lieu en même temps que la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, une bonne occasion pour mettre en valeur les Atlaruches de Sarreguemines et Götzenbrück et ses travailleurs aux multiples compétences. Parmi elles, le chant, en témoigne le concert donné par la chorale La Ruche en chantant à l'occasion de la cérémonie de clôture. On a eu la chance de participer depuis le début jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est toujours très très intéressant. Ils sont toujours très contents d'être valorisés par ces actions-là et surtout sur leur capacité, leur savoir-faire. Donc c'est toujours des moments très riches. Dans le cadre de ce projet Regards différents, la ville de Sarreguemines a aussi sollicité l'IME pour réaliser une action de sensibilisation auprès des enseignants et des élèves des établissements scolaires. C'est vraiment un projet qu'on avait à cœur de mener parce que c'est déjà quelque chose qu'on travaille au quotidien dans le cadre de différents projets qu'on mène au sein de l'IME, notamment autour du sport, je pense notamment à la lutte adaptée. Donc ça nous permet vraiment de travailler cette notion d'inclusion au quotidien. Cette année, le thème était le sport adapté. Les enfants ont pu rencontrer le président du comité de Moselle de sport adapté. Le sport est extrêmement important dans le monde du handicap, notamment du handicap mental, puisque ça permet de faire évoluer sur ce public l'estime de soi et puis surtout les compétences, physiques et intellectuelles. Plusieurs ateliers pratiques étaient mis en place dans le gymnase et la cour de l'établissement, des activités sportives adaptées qui favorisent le développement psychomoteur. L'opération aura fédéré plusieurs écoles de la ville qui se sont toutes prêtées au jeu, effaçant ainsi le temps d'une journée et on l'espère pour de bon, les préjugés et l'intolérance. Voilà, c'est la fin de ce JT3S. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Et maintenant, coup d'œil aux prévisions météo avant de donner la parole aux jeunes. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le matin, les bancs de brouillard se dissipent lentement. Ils laissent la place à un ciel très nuageux à couvert. Néanmoins, l'après-midi, nous pourrions apercevoir le soleil à la faveur de timides éclaircies. Le thermomètre indique 3 degrés le matin, 7 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Delphines. Le soleil se lève à 8h01 et se couche à 16h43. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon retrait, et l'essaye. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct.
Le prochain match de la saison oppose le SFC à l'équipe de Vendeuvre ce samedi à 19h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Le traditionnel marché de Noël du CHS. Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre de 12h à 18h, rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une grande variété d'articles et de décorations de Noël. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée ? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier ? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais ? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités ? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller ? Intermarché! Envie de vacances au cœur de la nature ? Au camping d'Aspelshit, venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Vous connaissez la chanson Le Cadre, c'est l'émission culturelle qui donne une scène aux artistes locaux. Et l'artiste que je reçois cette semaine, c'est Matteo Licata. Papa, ne t'en va pas. On peut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les trois. Et pour ne rien manquer, eh bien rendez-vous mardi prochain sur Mosaïque Cristal. Place maintenant à votre émission mensuelle Parole de jeunes. Marie-Morgane Pires a accueilli 4 ados à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour débattre sur différentes thématiques. Au programme ce mois-ci, la vision de l'emploi par les jeunes, les jeux vidéo et le tri des déchets. Je vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant déjà un très bon week-end. Tiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de jeunes. À mes côtés aujourd'hui, quatre nouvelles jeunes filles. Alors, Tiffaine, Mélissa, Nina et Capucine. Merci à vous quatre de participer à cette émission. Et je vais vous laisser vous exprimer sur 3 nouvelles thématiques. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première, votre vision de l'emploi. Alors, vous êtes toutes les 4 encore au lycée, mais vous allez peut-être poursuivre des études après le bac. Et est-ce que vous pensez déjà à votre futur métier ? Je me tourne vers toi d'abord. Oui, je pense déjà à mon futur métier. C'est pour ça que je suis allée en général. J'aimerais bien être professeur d'anglais parce que j'adore l'anglais. J'ai déjà appris l'anglais toute seule. Pas par des cours ou Enfin si, un peu par des cours quand même à l'école, mais aussi surtout par Internet, bizarrement. Et je trouve que ça va, je me débrouille bien. Donc toi, Mélissa, tu es en commerce, c'est ça ? Donc c'est justement un domaine vers lequel tu voudrais te tourner plus tard ? Exactement. En fait, mon futur projet, c'est de finir vendeuse ou alors chef d'entreprise en lingerie dans un magasin situé dans les alentours et pouvoir manager une équipe ou même manager moi. Ok, déjà beaucoup d'ambition. De ton côté, Tiffaine ? Moi, je suis du coup, comme j'ai dit, en bac pro maintenance, mais quand j'aurai obtenu mon bac, j'aimerais devenir pompier professionnel, passer le concours et du coup devenir pompier professionnel. D'accord. Et toi, Nina ? Du coup, je voudrais ouvrir ma propre boulangerie, mais à l'étranger.
Ok. Alors, est-ce que c'est quelque chose déjà, donc vous y pensez, vous savez déjà tous bien ce que vous voulez faire. Est-ce que de trouver un emploi dans quelques années, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, vous dire est-ce que je vais trouver tout de suite ou est-ce que ça va se passer comme je le pense? Est-ce que c'est des préoccupations que vous avez déjà, par exemple, Mélissa? En ce moment même, je suis à la recherche d'emploi. Il faut dire que c'est un peu compliqué. Je ne m'attends pas forcément à trouver tout de suite l'emploi que je souhaite avoir, mais si je cherche dans les bons critères, ça devrait bien se passer pour moi. Donc tu cherches un emploi ou plutôt dans le cadre de tes études, une alternance? Un emploi vraiment. D'accord. Voilà. Pour toi, Tiffaine, donc plutôt vers les pompiers, donc j'imagine qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Non, ça je pense c'est un métier qui prendra toujours. Pour toi, Capucine? Je pense aussi que ce sera un métier qui prendra toujours, on a toujours besoin de profs. Et toi qui voudrais monter ta propre boulangerie, est-ce que tu sais déjà un peu comment ça va se passer? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou pas du tout? Je pense que le plus difficile, ce sera de me faire surtout de l'expérience pour savoir bien la gérer. Et alors je voulais savoir, qu'est-ce qui, pour vous, pour l'instant, vous qui êtes encore à l'école, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce serait de trouver un métier vraiment qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien, avec vraiment que ce soit ce que vous imaginez, ou alors un emploi qui vous plaît peut-être un peu moins, mais avec qui permet d'avoir un bon salaire? Si vous deviez choisir entre les deux, bien sûr, il y en a qui arrivent à avoir les deux, mais si vous deviez choisir entre ces deux options, vers lequel vous iriez? Moi, franchement, quand j'y pense, je me dis vaut mieux avoir un métier qui nous plaît vraiment. Plutôt que je vais le dire comme je le pense, mais se tuer à la tâche pour avoir un peu plus d'argent. Moi, je dis, à la limite, il faut profiter de la vie, il faut avoir le métier qu'on veut. Vous êtes d'accord? Non. Pas du tout? Non, moi, je préfère avoir un métier qui me plaît peut-être un peu moins, mais avoir un meilleur salaire. Parce que sans argent, on ne vit pas. Et quand je serai en dehors du travail, si je rentre chez moi, je veux pouvoir profiter et pouvoir avoir en soi ce que je veux. Okay, et pas me dire, j'ai juste mon travail qui me plaît. C'est intéressant, on a deux avis complètement différents. Pour toi, ça se passe comment? Alors moi, je regroupe un peu les deux avis. Pour moi, le travail, c'est aussi un moyen de s'évader, de penser à soi-même d'une manière ou d'une autre. Si on a un travail qui nous plaît, ça nous permet de faire ce qu'on veut et du coup, on est plutôt épanoui dans la vie. Mais en même temps, il faudrait aussi pouvoir gagner sa vie à côté et c'est ce qui est important dans le métier. Et pour toi? On va dire que ça dépend. C'est que même si je sais, par exemple, dans mon métier, je ferai des heures très tôt, ce sera difficile, mais on va dire je les ferai quand même. Même si je commencerai au plus bas, je commencerai au plus bas et c'est pas grave, je monterai. Et quel type d'entreprise vous aimeriez intégrer? Est-ce que vous voyez plutôt travailler avec une grande équipe ou plutôt une plus petite structure? Comment vous imaginez un peu les choses, notamment toi, Mélissa, qui aimerait créer ta propre entreprise? Alors, je verrais plutôt ça dans une petite boutique, avec une petite direction, vraiment dans un cadre un peu minime, mais qui marche plutôt bien. Donc. Et toi, Nina, dans ta boulangerie, comment tu t'imagines? Une grosse boulangerie ou plutôt une petite boutique? Ce serait vraiment une grande boulangerie, peut-être, si c'est possible, étoilée. On l'espère pour toi. Et est-ce que vous voyez plutôt rester dans la région ou partir? Alors toi, Nina, tu me disais que tu préférais aller à l'étranger. Pour quelles raisons et où tu aimerais aller? Je me dis que en France, il y a déjà beaucoup de chefs connus, ce serait un peu difficile, surtout qu'il faudrait monter à Paris. À Paris, il y en a énormément. Mais donc je me dis qu'il faudrait plutôt se faire de l'expérience en France, surtout du coup à Paris, vu qu'il y en a beaucoup. Et après, partir peut-être au Canada, parce qu'ils sont du coup bilingues, anglais et français. Du coup, ce serait intéressant. Ok. Toi, Mélissa, ta boutique, tu l'imagines où? Plutôt dans le secteur d'ici, donc comme ça c'est facile d'accès pour moi, vu que je prends déjà les transports en commun pour aller au centre-ville et je pense qu'une petite boutique c'est toujours sympathique en face d'autres. Donc toi tu resterais plutôt dans la région? C'est ça. Toi, Tiffaine, chez les pompiers ici ou tu voudrais en profiter pour partir? Je sais pas, j'aimerais bien faire un pompier un peu partout en France. Aller autant dans des grandes villes que parfois dans des plus petites, des casernes où il y a, on va dire, plus d'interventions et d'autres moins. Donc bouger un petit peu au fur et à mesure. En France, et peut-être, pour ça il faudrait que je m'améliore en anglais, partir peut-être aux États-Unis. Ok. Et toi, Capucine? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je voudrais vraiment rester dans la même entreprise assez longtemps.
pour connaître un peu les bases et tout ce qui se passe, comment le système ça marche. Et je voudrais rester vers ici pour être plus près de mes proches. Ok. Est-ce que vous avez pu déjà, vous toutes, faire des stages ou être en immersion dans des entreprises? Est-ce que vous avez déjà ce type d'expérience? Oui. Oui, je suis allée dans un hôtel. Ok, donc pas trop en rapport avec ce que tu aimerais faire? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? J'ai vu le travail que c'était et je pense que c'est intéressant quand même d'avoir d'autres opportunités. Si jamais ça marche pas, nous ce qu'on a fait, de voir s'il y aurait possibilité d'aller dans une autre entreprise. Ok. Toi, Nina, est-ce que tu as pu peut-être en boulangerie déjà faire des stages? Je suis allée à la brasserie des arts, donc à Sarreguemines, en pâtisserie du coup, où j'ai beaucoup appris. Mais là, j'essaye justement de trouver un stage en boulangerie. Ok. Toi, Mélissa, est-ce que tu as pu déjà faire un stage dans une boutique peut-être? Alors, j'ai fait ma première expérience dans une boutique de lingerie, justement, qui m'a donc vraiment mis dans le monde du travail, qui m'a appris toutes ces connaissances aujourd'hui. Et c'est de là que j'ai eu cette inspiration pour la lingerie. Et j'ai fait également un stage dans une boutique de prêt-à-porter uniquement féminin il y a peu. Donc finalement, c'est vraiment ce stage-là, dans une boutique de lingerie, qui t'a donné envie de poursuivre là-dedans, c'est ça? Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a plu justement? C'est cette diversité dans la lingerie, les opportunités et la manière dont c'est présenté. C'est cette histoire qu'il y a derrière de mettre en valeur la femme et la personne. C'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Et toi, Tiffaine, est-ce que par exemple, tu as déjà participé aux jeunes sapeurs-pompiers, par exemple? Justement. Tu es JSP? Oui, j'y suis restée pendant 2 ans, donc j'ai commencé en 4e et cette année, je passe le contrat découverte. D'accord. C'est-à-dire que l'année prochaine, je pourrais passer actif. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans cette... On va dire que j'aime bien le fait qu'on va sauver les gens, qu'on effectue, on va dire, des opérations à risque, etc. Et je trouve que, imaginer en intervention, avoir de l'adrénaline, le fait de sauver des gens, je trouve que ce que les pompiers font, c'est spectaculaire. Spectaculaire, oui. Pas de souci. Et du coup, est-ce que pour vous aider, même si vous avez déjà des idées toutes très, très définies, est-ce que vous avez déjà parlé avec un conseiller d'éducation, par exemple, dans vos établissements ou des choses comme ça, pour avoir plus d'informations sur les formations ou ce type de choses? Bien, moi, je me suis déjà renseignée du coup auprès de la caserne où je suis. Oui. Et en fait, pour passer pompier professionnel, il y a deux méthodes. Il y a le concours, je crois qu'il s'appelle interne, donc c'est avoir 3 ans d'expérience minimum, donc je devrais le passer à 21 ans, le plus tôt possible, et le externe, qui lui se passe à 18 ans, mais d'après ce que j'ai reçu comme information, il faut au minimum un bac. Peu importe quel qu'il soit, un bac au minimum pour passer le concours. D'accord, donc c'est pour ça que tu suis ce bac. Et pourquoi la maintenance? Est-ce que tu te dis que ça pourrait être une activité à côté Oui, en soi, on va dire que c'était ce qui m'intéressait de base. Et en fait, normalement, j'aurais voulu avoir un métier dans la maintenance et faire sapeur-pompier à côté. D'accord. Sauf que les cours, on va dire, ils me plaisent, mais pas plus que ça. Et du coup, je préférais faire pompier professionnel, mais il n'y a pas de bac pour ça. Il faut passer un concours. D'accord. Pour toi, Capucine, est-ce que tu as eu est-ce que tu es allée voir une personne dans ton établissement pour avoir des informations ou Oui, en 3e, on nous a un petit peu dit d'aller voir la conseillère d'orientation, mais vu que je savais déjà ce que je voulais faire, c'était plus il faut aller là. Et il me semble que c'est 5 ans après le bac où il faut aller. Et je me suis dit, ça fait beaucoup, mais je vais le faire quand même. Faut bien. Pour toi, Nina, est-ce que tu as pu obtenir des informations pour t'aider, pour t'aiguiller On va dire que la conseillère d'orientation, elle ne m'a pas beaucoup aidée parce qu'elle m'a conseillé d'aller en supermarché, sauf que moi je ne voulais pas aller en supermarché. Donc je me suis beaucoup renseignée par ma sœur qui est cuisinière. Du coup, elle m'a beaucoup aidée là-dessus. D'accord. Et pour toi, Mélissa, est-ce que tu as pu bénéficier de conseils, j'imagine déjà pendant ton stage? Justement, pendant le stage, je me suis renseignée vers la tutrice en question, mais sinon j'ai préféré suivre mon cursus et me renseigner par moi-même. Et donc par rapport à votre quotidien actuel au lycée, il y aura forcément des différences par rapport à votre vie professionnelle plus tard. Quelle différence justement vous vous attendez? Peut-être Nina, toi, des horaires complètement différentes? Là, dans mon lycée, je crois que plus tard, je pourrais terminer à 22h, mais vu que je suis boulangère-pâtissière, normalement non, vu qu'on fait tout les après-midi, on leur laisse en haut dans le restaurant.
Mais sinon, oui, plus tard, je m'attends à des horaires 4h du matin. Ça, c'est pas des choses qui te gênent ou Non, c'est pas ça. Tu te sens prête pour... Oui. En tant que pompier professionnel, il y aura aussi des horaires un peu décalés, travailler les week-ends, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui te pose un souci? Non, pas vraiment. Là, tu es prête aussi à faire entre guillemets, des sacrifices Des sacrifices, oui. Après, c'est aussi le métier qui me plaît. Et je sais que si je fais pompier, je n'aurais pas, on va dire, le luxe de me dire « Oh, aujourd'hui, je ne viens pas au travail, etc. » Parce que je sais que le travail que je fais, il est important. Bien sûr. Et donc, je suis prête à sacrifier des heures pour le travail. Mélissa, tu as pu déjà avoir une expérience dans le domaine que tu souhaites faire. Quelles seraient les différences par rapport à ton quotidien, ton emploi du temps actuel? C'est clair que c'est pas pareil. Les horaires, elles sont choisies en fonction de l'entreprise et du chef. Donc c'est déjà plus d'indépendance, on va dire. Et ce que je recherche aussi le plus, c'est la manière de s'évader, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le travail et moins dans la scolarité. Donc toi, tu changeras pas trop d'environnement finalement en restant à l'école, mais est-ce que tu penses qu'il y aura quand même des changements pour toi? Oui, déjà, le fait que ce soit un peu inversé. Moi, je suis devant le tableau et je suis en train de faire cours à des élèves et bien sûr, je sais pas, des retenues le samedi ou des choses comme ça. Mais ça me dérange pas vraiment, quoi. Ok. Alors, dernière question pour cette thématique, pour toutes les quatre. Est-ce que vous avez hâte de commencer à travailler ou est-ce que vous êtes bien à l'école? Alors, oui, j'ai hâte de travailler parce que ça m'énerve un peu le scolaire, tout ce qui est ah oui, il faut faire ça, droit, il faut respecter les règles, vraiment donner à la lettre et surtout faire des devoirs à la maison. Plus tard, c'est toi qui pourras les donner du coup. Oui, j'en donnerai pas autant, je pense. Enfin, j'essaierai de pas trop surcharger mes élèves et j'aurai quand même des devoirs de préparer mes cours, mais je pense que ce sera différent. Quoi. Nina, tu as hâte de pouvoir ouvrir ta boulangerie, réaliser ce rêve? Oui, déjà je vois ce que c'est en TP, alors en vrai je me dis j'ai vraiment hâte. Mélissa, toi j'imagine aussi? Oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je cherche en ce moment du travail et j'ai vraiment ce milieu scolaire, ça me correspond pas vraiment, donc ce serait le mieux pour moi de trouver un travail. Et pour toi? J'ai hâte de rentrer dans la vie active et de commencer à travailler. Alors, travailler, c'est bien, mais il ne faut pas aussi oublier les loisirs. Je vous propose de passer à la prochaine thématique, qui est les jeux vidéo. Alors, est-ce que les jeux vidéo font partie de vos activités en dehors des cours? Oui. Oui. Pour toutes les quatre? Ou il y en a qui sont un peu moins... Oui. Alors, d'après une étude, 53% des Français jouent au moins une fois par semaine. Vous, c'est à quelle fréquence que vous jouez aux jeux vidéo? En soi, je joue aux jeux vidéo, mais je regarde plus des vidéos. Mais sinon, aux jeux vidéo, je dirais que je passe 4-5 heures par semaine. Mais comme je l'ai dit, je regarde plutôt des vidéos, etc. Donc tu regardes plutôt des vidéos de gens en train de jouer, oui. C'est ça? Ok. Par exemple sur Twitch, j'imagine? Sur Twitch et YouTube. Ouais. Pour toi, Mélissa? Moi, c'est souvent, je dirais pas toutes les semaines, mais il m'arrive de temps en temps quand j'ai envie, 1 heure ou 2 heures par semaine. C'est occasionnel. C'est occasionnel, exactement. On va dire oui, le week-end, quand j'ai le temps. Sinon, oui, plus regarder des vidéos sur Twitch, YouTube, etc. Pareil, vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai pas trop de devoirs et que j'ai le temps de sortir de mon ordi, l'allumer, lancer le jeu. Quand vous jouez, même si c'est occasionnel, quels sont les types de jeux auxquels vous jouez? Alors moi, j'ai un truc, c'est que je joue vraiment pas beaucoup à des jeux violents. J'aime vraiment pas ça. Je joue à des jeux du style les Sims, des choses un peu plus calmes. Les Sims, Minecraft... des jeux limite pour enfants, on va dire. Je joue aussi aux Sims, c'est pas que pour les enfants. Non, mais pas forcément. Mais je pense à d'autres jeux qui sont par exemple avec des petits chats un peu mignons, des choses comme ça. Pour toi, Nina, ce serait quel type de jeu? Moi justement c'est l'inverse, ce serait plus violent parce que je suis plus dans le Call of Duty, etc. Ok, donc complètement un autre domaine. Toi, Tiffany, tu te situes où? On va dire j'ai 2 styles de jeux différents. Autant j'aime par exemple jouer à Minecraft, aux Sims et à Roblox, donc c'est un jeu multiplateforme où il y a plein de mini-jeux dessus. Autant j'aime aussi jouer à des jeux violents. Ok, donc toi c'est les chatons et la violence. Un peu plus la violence. Un mix des deux.
Et pour toi, Mélissa? Moi, c'est extrêmement varié. Je joue vraiment de tout, j'explore tout, j'aime tous les types de jeux, donc c'est plutôt varié. Et alors, il y a 47% des jeunes qui jouent régulièrement en ligne avec d'autres personnes. Est-ce que c'est votre cas et pourquoi? Est-ce que pour vous, c'est un moyen aussi de communiquer, d'avoir un lien avec que ce soit vos amis ou des autres personnes? Moi, maintenant, je préfère les jeux en ligne, parce qu'on va dire que les jeux, quand tu joues seul, on va dire c'est moins amusant. Quand on joue à des jeux en ligne, on va dire aussi qu'il y a plus de difficultés que quand on joue contre des bots, donc des ordinateurs. Et puis aussi, c'est comme vous avez dit, un moyen de communiquer avec les autres. Et puis je trouve qu'on s'amuse plus avec des gens qu'on va dire réels qu'avec des ordinateurs ou autres. Pour vous, c'est pareil? Oui, à peu près, à part le fait que ça peut aussi avoir... il peut aussi avoir des problèmes, bien sûr pas avec tous les joueurs, je m'en doute, mais il peut y avoir des problèmes de discrimination et des choses comme ça. Ça, je suis pas fan, mais si on tombe sur les bons joueurs, c'est vraiment agréable. Et du coup, c'est plus, tu joues aussi plus avec des joueurs que tu connais pas, moins avec par exemple des amis ou. Oui, j'ai aussi Roblox qui est du coup un jeu multiplateforme, souvent en ligne, où oui, je joue avec d'autres gens, voilà. Et pour toi, Nina? Moi, on va dire que je préfère jouer avec des amis parce que, genre, par exemple, être en ligne avec les gens, j'aime pas trop. Vaut mieux, je préfère jouer avec les gens en ligne, mais seul. Oui, c'est pas évident de parler à des gens que tu connais pas, tu les vois pas. Donc toi, c'est plutôt avec des gens que tu connais. Oui, avec mes amis, etc. C'est comme ce que Capucine a dit, il faut juste tomber sur les bons joueurs. Parce que malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de gens qu'on va dire sont toxiques, qui sont embêtants ou autres et qui en soi ne jouent pas vraiment au jeu dans le but initial. Donc après, si on tombe sur les bons joueurs, c'est vraiment agréable, sinon ça peut être catastrophique. Pour toi, Mélissa, tu te retrouves un petit peu dans ce qui a été dit? Oui, moi, ça dépend vraiment. Autant je peux jouer avec des personnes que je connais, ou en fait, ça va dépendre du jeu auquel je joue. Si c'est vraiment un jeu où il faut être vraiment coopératif, je vais surtout être avec mes amis. Mais sinon, le reste, je joue avec des personnes que je connais. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais il y a quand même des risques qui sont liés aux jeux vidéo. Il y a la dépendance, les risques sur la santé, l'isolement, etc. Est-ce que c'est des risques dont vous avez conscience et est-ce qu'on y est suffisamment sensibilisé? Mélissa, par exemple. Alors, je pense qu'il n'y a pas assez de prévention sur le sujet, justement, et ça peut engendrer des tas de choses comme la solitude, le manque social, parce qu'on a beau jouer en ligne avec des amis, ce ne sera jamais pareil qu'en vrai. Et pour ma part, j'ai été, entre guillemets, victime de ça pendant plusieurs années, être dépendante aux jeux vidéo et à m'isoler, et ça a fait perdre un peu la notion du temps et tout ça. D'accord, donc ça veut dire que tu jouais beaucoup oui. à une période? C'est ça. Et comment tu as réussi à t'en sortir, entre guillemets? Je sentais ce manque de voir les gens, de sortir, et puis après je me suis dit ça fait du bien, et j'ai laissé presque tomber les jeux vidéo, et ça m'a fait du bien, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est plus occasionnel, c'est ça? C'est ça. Oui. Pour toi, Tiffaine? Moi maintenant, on va dire, en soi, je connais les risques, à force de jouer, etc., on les apprend, mais c'est vrai qu'en soi, la plupart des gens, on va dire, plus jeunes que nous, ne connaissent pas vraiment les risques qu'il y a. Mais après ça, les risques, on les apprend aussi en jouant, donc au fur et à mesure. D'accord, donc c'est au fur et à mesure de la pratique finalement, c'est ça? Vous êtes d'accord? Je trouve aussi qu'il y a un rapport avec l'âge. J'avais vu, j'étais sur un jeu vidéo en ligne aussi, et il y avait des gens qui communiquaient leurs informations, et j'étais en mode waouh, tu as quelle informations personnelles, c'est ça? Oui, des choses genre par exemple leur prénom, leur âge. Et non, en fait, je préférais qu'ils prennent des pseudos et que les parents soient à côté quand ils jouent, quelque chose comme ça. Mais quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte justement du des danger, risques, etc. Tu étais d'accord, Nina? Tu as aussi observé ce genre de choses? Surtout, c'est que les jeunes, vraiment, quand on joue avec eux, ils viennent tout de suite chez nous, ils commencent à nous insulter. Et vraiment, ça, ils ne comprennent pas qu'on est là pour jouer. Et comment on pourrait faire pour mieux les sensibiliser, par exemple? Est-ce que ça peut passer par l'école ou par des choses sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelles seraient les solutions? Moi, je pense déjà les parents qui soient au courant des risques aussi, parce que ça n'arrive pas souvent, mais il y en a quand même certains parents qui ne savent pas les risques et qui laissent leur enfant jouer à des jeux en ligne avec des gens qu'ils ne connaissent pas quand ils sont trop petits. Oui, les limites d'âge aussi qui ne sont pas respectées sur les jeux vidéo. On ne devrait pas laisser des enfants
acheter des jeux qui ne sont pas pour eux. Vous les comprenez justement, tu parlais des limites d'âge, justement sur certains jeux il y en a. Vous comprenez justement que certains jeux ont ces limitations, ces interdictions avant certains âges? L'accès en ligne, déjà aux jeux vidéo, il y a certaines plateformes où l'accès est réservé pour tout âge. Et je trouve ça dangereux d'exposer des personnes en bas âge, on va dire, à l'accès en ligne, puisqu'il est facile de faire peur aux autres, d'insulter, de menacer, d'avoir accès aux informations personnelles, et on devrait plus sensibiliser sur ce genre de choses. Et alors d'un autre côté, il y a aussi évidemment des points positifs liés aux jeux vidéo. Il y a par exemple, ça peut aider à la réduction du stress, aider à la sociabilité, la coopération quand on joue en ligne. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez remarqué justement des points positifs en jouant, etc. Oui, totalement. J'ai remarqué, par exemple, la créativité des gens quand on va sur les réseaux sociaux, qu'on marque par exemple les Sims ou Minecraft, on voit la créativité des gens qui font des superbes maisons, des superbes Sims. Ils arrivent vraiment à faire des belles choses de leur imagination. Et je trouve ça vraiment génial. Et bien sûr, il y a, personnellement pour les Sims, parce que je joue beaucoup aux Sims, ce petit truc qui est vraiment gérer l'argent, gérer comment on fait de l'argent, gérer des enfants, même si bien sûr c'est pas la réalité. Mais je trouve que ça aide un peu à comprendre. Oui, parce que les Sims, pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est un jeu très connu, mais c'est une simulation de la vie de tous les jours au final. On a un emploi, une maison à créer, une famille à gérer, etc. Donc ça permet d'avoir une petite idée déjà, même si bien sûr ça reste un jeu vidéo. Pour toi, Nina, est-ce que tu as trouvé des points positifs personnellement dans les jeux vidéo? On va dire surtout connaître les personnes. Par exemple, j'étais juste des amis que je connaissais de nom, par exemple au collège, et ils ont su que je jouais, du coup je les ai ajoutés, et toutes les heures qu'on a passées dessus, ça nous a permis de nous connaître, à jouer ensemble, etc. Ça permet de créer du lien finalement, même à distance. Pour toi, Tiffaine? Oui, justement, l'un des gros points positifs, c'est parce qu'on peut aussi se rapprocher d'autres gens par rapport aux jeux vidéo, que ce soit socialement ou lier des amitiés, et on va dire s'ouvrir aux autres gens. Et Mélissa, est-ce que tu as découvert d'autres points positifs de ton côté? Je rejoins l'idée de la créativité parce que vraiment c'est un moyen de pouvoir s'exprimer autrement et c'est mieux pour soi-même aussi. Ok, très bien. Alors, autre activité maintenant du quotidien, peut-être un peu moins plaisante, je vous l'accorde. On va passer à notre dernière thématique qui est le tri des déchets. Complètement un autre sujet. Alors, d'après plusieurs études que j'ai pu lire, les jeunes seraient de moins bons trieurs que les adultes. Est-ce que vous faites attention justement au tri des déchets, que ce soit chez vous ou à la maison? Nina, par exemple. Nous, on le fait extrêmement, surtout dans la cuisine, parce qu'on a des composts, du coup on a des poubelles spéciales, pour le carton, parce qu'on en a énormément, ça vient du coup en litres et en kilos. Du coup, on fait vraiment gaffe. Mais à part dans la cuisine, parce que les profs sont derrière nous, ils jettent tout par terre. Vraiment, je les vois. Du coup, moi, je leur dis, au pire, donnez-le-moi. Moi, je le jetterai, mais ne le jetez pas par terre. Donc toi, tu remarques quand même qu'il y a une différence entre les jeunes et les adultes, peut-être, oui. De ton côté? Alors moi, après, comme aussi en TP, donc en travaux pratiques, on fait aussi, on va dire, attention au tri. Par exemple, quand on a des pièces de métaux ou de bois, et vraiment on les sépare. Parce que dans le lycée, on a des grosses bennes, du coup, où il y en a spécifiquement pour chaque chose. Après, c'est vrai que maintenant, quand on est dans la cour, le tri, c'est pas trop respecté. Il y a beaucoup de déchets par terre. Et puis aussi, en fait, en soi, quand il y a une poubelle, la plupart du temps, il n'y a qu'une poubelle bleue. Ou alors une orange de temps en temps, mais très rarement. Et donc, du coup, quand on a un papier ou quoi, qu'on voit que la poubelle orange, on doit faire le tour entier du lycée pour l'atteindre, et que la poubelle bleue, elle est à 3 mètres, même si c'est pas la bonne poubelle, on ira à celle le plus proche. Parce que maintenant, la plupart du temps, il n'y a que des poubelles bleues. Donc, en soi, le tri, on ne peut pas vraiment le respecter s'il y a on va dire, qu'un seul choix. Oui, au final, pour cet exemple, c'est pas un manque de volonté, finalement, c'est un manque d'installation, on va dire. Voilà. Et là, donc, tu parlais au lycée, mais est-ce que du coup, chez toi, à la maison, tu continues le tri, etc. J'essaie de le faire au maximum, mais maintenant, s'il y a quelque chose que je ne sais pas dans quelle poubelle il va, je ne vais pas m'amuser à aller chercher et je le mettrai dans le bleu. Ok, merci en tout cas de ton honnêteté. Mélissa, de ton côté? Alors de mon côté, c'est vrai que je ne trie pas forcément tout le temps, mais vu l'engouement qu'il y a autour de
de toute cette fixette de tri, déchets, tout ça. On a de plus en plus accès à plus de facilités, des poubelles qui sont rajoutées, plus de consignes de tri. Donc je pense que c'est vraiment plus facile de son côté de faire le tri maintenant. Et toi, Capucine? J'essaie de trier, mais on a récemment changé les règles chez moi. Et à chaque fois, je me trompe de poubelle et je dois aller rechercher dans la poubelle. Et pareil, à mon lycée, ou même, je me souviens, au collège, il y avait aussi que des poubelles oranges ou que des poubelles bleues, où il n'y en avait même pas des vertes ou des choses comme ça. Et on se retrouvait avec, quand on regardait sous les casiers, par exemple, des papiers sous les casiers. Et je trouve qu'au lycée, ils nous ont un peu plus sensibilisés, par exemple, il faut mettre ces papiers dans la poubelle et pas les jeter partout parce que c'est sale. Et du coup, toi, tu as été sensibilisée dans ton établissement. Est-ce que vous aussi, justement, vous avez des ateliers ou des choses comme ça pour vous sensibiliser au tri? Toi, pas du tout. Alors, moi, je suis éco-déléguée dans mon lycée. Donc, c'est sûr que la sensibilisation par élève se fait plus facilement. Et vu qu'on est jeune, c'est plus facile de communiquer là-dessus entre nous. Donc, oui. Et tu as déjà des choses que tu as pu mener en tant qu'éco-déléguée, des projets, etc. Déjà l'année dernière, on avait fait par 3 classes, on avait créé des groupes pour le nettoyage dans notre lycée et dans Sarreguemines, un peu partout. D'accord. Et pour toi, Nina? On va dire qu'on essaye, justement, par exemple, moi qui ne veux pas qu'ils jettent les déchets par terre, dans ma classe, il y en a qui le font. On va dire que je les prends plus par le ton de l'humour ou du sarcasme parce qu'ils le comprennent un peu mieux. Donc j'essaye un peu. C'est compliqué. Alors, tu l'as dit un petit peu, Capucine, il y a souvent des différences, des évolutions des consignes de tri. Il y en a eu récemment avec le sac orange qui a été remplacé. Dans certaines communes, il y a maintenant des bornes en plus. Pour d'autres, il y a une deuxième poubelle qui a été mise en place. Est-ce que c'est des choses, des informations auxquelles vous avez accès? Vous suivez justement tous ces changements? J'ai eu accès, mais ça a été dur de faire la transition, hein, je vous avais dit. Aussi, moi, je ne l'ai pas su, c'est ma mère qui l'a su. Et il me semble qu'il nous avait, je crois, j'avais une fiche derrière ma poubelle qui me montrait dans quelle poubelle ça allait, chaque petite chose. Et pour vous, c'est un peu pareil, vous arrivez à suivre tous ces changements? On a plus accès à ça, justement, il y a plus d'instructions, donc on s'est habitué plutôt vite à ce changement. Et du coup, par exemple, dans certains lieux, il faut plus aller dans des bornes pour mettre par exemple le papier, le verre. Est-ce que c'est des choses, des gestes que vous avez? Peut-être que vos parents vous demandent parfois d'aller jeter vous-même les déchets dans ce genre de bornes? Quand maintenant on a des grands cartons, etc., on va les jeter justement dans les bennes faites pour ça. Pour toi aussi, ces changements, tu les as adoptés? Nous, on essaye de trier ce qui est bouteille en verre, en plastique et le carton. Mais après, les sachets jaunes, chez nous, on ne les a pas encore reçus. Du coup, on a la feuille. Je ne l'ai pas encore lue, il faudrait que je la lise. Mais une fois qu'on les aura, oui, ce sera un pied à prendre, quoi. Et c'est important pour vous le tri des déchets, justement, de trier, de participer à tout ça? Peut-être Mélissa en tant qu'éco-déléguée? Oui. C'est sûr qu'on met beaucoup plus la pression aujourd'hui dans les médias, partout sur les réseaux sociaux. Alors forcément, on se dit qu'il est temps de se prendre en main et de tous mettre la main à la pâte et se donner au meilleur pour que ça aille mieux chez nous, quoi. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Quelles solutions pour sensibiliser mieux les personnes? Alors on a parlé des ateliers dans les établissements scolaires, mais par quoi d'autre ça pourrait passer pour vous toucher peut-être un peu plus ou toucher justement plus de jeunes? Aussi, bien sûr, des fiches qu'on donnerait aux jeunes de où est-ce qu'il faut mettre certains papiers et bien sûr changer le fait qu'il n'y ait qu'une seule poubelle dans les établissements pour que les jeunes y voient, ah oui, là il y a orange, il y a bleu, là il y a vert, c'est type maternelle. Oui, ce sera peut-être plus simple aussi de respecter s'il y a ces installations qui sont mises à disposition. Pour toi, Tiffaine, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense qu'au niveau des installations, je pense qu'il ne devrait pas y avoir qu'une seule, par exemple, qu'on voit une seule poubelle. Moi, je pense qu'il faudrait faire au niveau des installations, c'est mettre par exemple 2 poubelles, une bleue et une orange, et peut-être mettre dans les écoles primaires ou maternelles, voire maintenant même au collège-lycée, au-dessus de chaque poubelle,
une feuille avec des dessins, par exemple au-dessus de la poubelle orange, on dessine des papiers ou des cartons pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Peut-être que ça apportera peut-être pas un grand changement, mais je suis sûre que ça, même au collège-lycée, ça apportera au moins un petit changement. Parce qu'on saura, du coup, on aura juste à regarder, à dire ah ça je ne savais pas, ça va dans celle-là, au lieu de mettre tout de suite dedans. C'est une bonne idée. Pour toi, Nina, est-ce que tu aurais d'autres idées comme ça? On va dire que moi je suis pas trop d'accord avec eux parce que très clairement au collège je suis sûre que même s'ils feraient ça marcherait pas, parce que je me souviens par exemple quand ils nous donnaient des feuilles, bon je la lisais quand le prof nous disait mais je la jetais tout de suite, je la lisais pas. Ce qui m'a vraiment sensibilisée, c'est qu'avec ma prof on avait fait le tour du coup de tout le collège et devant, et quand on a ramassé tous les déchets et qu'on a vu à la fin le tonne, par exemple, ce qui m'a marqué c'est les tonnes de mégots qu'il y avait, c'est là qu'on s'est rendu compte que ça va plus. Donc toi, ce serait plutôt passé justement par ces ramassages un petit peu des déchets pour se rendre compte de la dose, c'est ça? Oui. Et toi, Mélissa, est-ce qu'en tant qu'éco-déléguée, tu as d'autres idées? Alors déjà, quand je vois les collèges et les lycées, c'est beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui ne sont pas facilement pris par ce genre, par exemple par les prospectus. Je pense que la parole devrait être justement mise aux jeunes comme nous. Et également sur des films, par exemple, ou des documentaires qui montrent bien l'impact sur la nature, sur l'environnement, ou même sur nous, même notre maison. Et je pense que c'est un message qui passerait mieux si on faisait ce genre d'intervention plus souvent. Et écoutez, c'était vraiment des très bonnes idées que vous avez eues toutes les quatre. Je vous remercie encore d'avoir répondu à toutes ces questions et merci pour ces échanges très intéressants. Alors on arrive à la fin de notre émission. J'en profite pour remercier encore une fois la médiathèque communautaire de Sarreguemines et la Casque de nous avoir permis d'enregistrer cette émission ici dans ces locaux. De mon côté, je vous retrouve en janvier pour un nouveau numéro de Paroles de Jeunes. À bientôt.